C'est l'heure à présent du focus. Ce 25 janvier a été décrété jour de la police par le pouvoir égyptien. De quoi faire sourire jaune les militants pro-démocratie du pays, car ce 25 janvier marque aussi les 6 ans de la révolution qui avait abouti à la destitution d'Hosni Moubarak. Depuis, vous le savez, c'est le président Sisi qui tient le pays d'une main de fer. De nombreuses libertés individuelles ont régressé et la pauvreté touche encore des millions de personnes. Regardez le reportage de Claire Willow et Nadia Blétry. Ils étaient des millions à descendre dans la rue il y a 6 ans pour demander du pain, de la liberté et de la justice sociale. Les 3 mots de la révolution. Un slogan qui a résonné dans tout le pays. Mais 6 ans plus tard, où en est l'Égypte avec ses revendications? Le pain, la liberté et la justice sociale. Faute d'argent, Ahmed ne va plus au marché qu'une fois par semaine. Ce peintre en bâtiment trouve de moins en moins de travail. Mais grâce à un nouveau système de cartes, il a quand même accès au pain subventionné. 20 pains pour 5 centimes d'euros. Pourtant, sa famille ne s'en sort pas. Elle fait un seul repas par jour. Pour le pain, grâce à ces cartes, maintenant c'est plus facile. Mais on n'a pas assez d'argent pour acheter des légumes et des produits de la vie courante. Car le prix de ces denrées a été multiplié par 2, parfois même par 3. Ce mois-ci, Ahmed et sa famille ont gagné 20 euros. 6 ans après la Révolution, les populations les plus pauvres ont le sentiment que leur vie ne s'est pas améliorée. Je suis en colère à cause de la situation, contre le gouvernement, contre ceux qui ont augmenté les prix et qui ont imposé ça à des gens pauvres comme nous. Je suis en colère car les choses sont devenues trop chères. Pourtant, ces familles ne pensent pas à protester. Leur principale préoccupation, réussir à améliorer un quotidien de plus en plus difficile. Quant à la liberté, chèrement revendiquée il y a 6 ans, elle aussi se réduit. Le resserrement sécuritaire est visible. Le photographe Shokan est en prison depuis 3 ans et demi. Son procès est sans cesse reporté et il risque la peine de mort. Son tort, avoir photographié une manifestation politique violemment dispersée par les forces de sécurité. Son ami, Ahmed Abdelgawad, couvre toutes les audiences. Il est persuadé qu'aujourd'hui en Égypte, n'importe quel photographe peut subir le même sort que Shokan. Ce qui lui est arrivé est injuste. Et pour nous tous, notre génération actuelle de photographes, nous vivons et nous ressentons tous cette injustice. Désormais, prendre des photos dans la rue, ça nous rend très anxieux. Tu ne restes que le temps nécessaire pour prendre le cliché. Après, tu pars en courant, tu te caches. Parce que tu sais qu'à chaque fois, il peut se passer quelque chose. La police peut te brutaliser, t'arrêter ou t'interroger. D'ailleurs, même les gens ordinaires dans la rue ont adopté nos méthodes. Acteurs politiques, journalistes, sociétés civiles, des dizaines de milliers d'opposants sont aujourd'hui incarcérés. Depuis 2 ans, au Caire, un concours de photographie est organisé en l'honneur de Shokan. Le frère du photographe emprisonné est venu à la remise des prix avec un message. Quand j'ai vu Shokan à sa dernière audience, lundi dernier, il m'a demandé de vous dire 3 choses. La première, c'est continuer votre travail. La deuxième, c'est n'ayez pas peur. Et la troisième, c'est n'oubliez pas que c'est vous qui transmettez la vérité. Cette année, Ahmed est l'un des lauréats du concours. Malgré la répression, il veut continuer à exercer son métier pour les générations futures. Photographier la vie quotidienne, c'est important, notamment pour l'histoire. Quand les gens voudront savoir à quoi ressemblait l'Égypte en 2015 ou 2016, par exemple, ils auront juste à retrouver les photos de cette époque. Une époque plutôt morose, où l'accès à la justice sociale, tant espéré en 2011, est quant à lui au point mort. Mina en sait quelque chose. À la sortie de ses études d'école de commerce, il n'a trouvé aucun emploi qui lui permettait de vivre correctement. Il a refusé de venir grossir les rangs des milliers de diplômés chômeurs et a monté une petite affaire avec sa sœur. Ils vendent des pâtisseries dans la rue. Pour Gina, c'est le système tout entier qui est corrompu. Ce n'est pas facile de trouver un métier aujourd'hui. Pour y arriver, il faut connaître des gens haut placés, être pistonné. Mais trouver par soi-même du travail, c'est vraiment dur. Comme une grande partie de la classe moyenne, Mina et Gina se sentent aujourd'hui totalement asphyxiées.
J'appartenais à la classe moyenne. Mais là, je crois que mon statut social a bien baissé. Alors bon, j'espère qu'avec ce projet, si on arrive à bien le développer, ça me permettra de me rehausser à mon niveau de vie d'avant, refaire partie de la classe moyenne. Le taux de chômage de la population est officiellement de 13%. Celui des jeunes serait au moins 2 fois supérieur. Aujourd'hui, la génération Tahrir ne nourrit plus les mêmes espoirs qu'il y a 6 ans. Pour s'en sortir, elle ne compte plus que sur elle-même et rêve souvent de quitter un pays dans lequel elle ne voit plus d'avenir. Et on va poursuivre le débat avec vous, Hasni Abidi. Bonjour, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Quand on regarde ce reportage, on en vient à se demander si l'Égypte de Sisi en 2016 n'est pas encore pire que l'Égypte de Moubarak en 2010. Est-ce que le tableau est vraiment aussi noir ? Oui, on a un tableau sombre. Au dire et témoignage des organisations internationales des droits de l'homme, la situation non seulement sécuritaire, mais la situation des libertés publiques et privées, des droits humains, le droit au logement, le droit au travail, a subitement baissé avec Sisi malgré les projets de réformes économiques. Deuxième élément, c'est-à-dire que même l'espace qui a été permis au temps de Moubarak à certains partis politiques d'opposition ou même des partis politiques qui sont au pouvoir, à certains aussi membres et leaders de l'opposition a été beaucoup plus important. Et enfin, les médias aussi. Aujourd'hui, en Égypte, on ne peut plus parler donc d'une presse libre et indépendante. Si on parle d'économie, le FMI a décidé d'octroyer un prêt de 12 milliards de dollars à l'Égypte, mais on a l'impression que les contreparties exigées enfoncent encore un peu plus les plus défavorisés. L'Égypte était contrainte d'aller au FMI parce qu'il y a une certaine pression de la part des pays du Golfe qui étaient jusque-là les seuls à donner de l'argent et l'Égypte était presque sous perfusion financière de la part des monarchies du Golfe. Le FMI était quand même un secours, mais par défaut, mais les conditions du FMI sont très difficiles à supporter par la population égyptienne. En moins d'une année, la livre égyptienne a perdu la moitié de sa valeur face au dollar. Donc là, l'inflation va augmenter. Les programmes, bien sûr, d'ajustement structurel sont très douloureux pour les Égyptiens, c'est-à-dire la levée des subventions pour les produits de première nécessité, mais aussi dégraisser la fonction publique. Ça va être très difficile pour un pays où, là, bien sûr, la fonction publique est un pivot essentiel à la fois de la classe moyenne, mais aussi de la stabilité du pays. Si on continue à parler d'économie, il faut rappeler que le président Sisi a le grade de maréchal. Est-ce qu'il chouchoute l'armée depuis son arrivée au pouvoir? Est-ce que les militaires ont élargi leur présence dans le secteur économique? Déjà, sous Moubarak, l'armée égyptienne contrôlait entre 20 et 25% de l'économie égyptienne. Quand on quitte l'armée égyptienne, on va vers le secteur privé où on devient un nouveau fonctionnaire. Et donc, l'économie égyptienne était contrôlée partiellement par les militaires. Sous Sisi, c'est encore beaucoup plus important, c'est-à-dire que les généraux de l'armée, ceux qui détiennent les postes clés de l'armée égyptienne, ont des positions confortables au sein des postes clés de l'économie, que ce soit public ou privé. Et c'est une manière presque de contrôler par le général, le maréchal Sisi, l'armée égyptienne, mais aussi pour que ces militaires-là ne nourrissent aucune ambition de se révolter ou de fomenter un coup d'État contre le maréchal Sisi. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les militaires contrôlent à la fois le marché, vous avez parlé de l'économie, mais aussi le marché sécuritaire. Et on voit aujourd'hui des sociétés chargées de la sécurité partout en Égypte, et bien sûr, ce marché sécuritaire est confié aussi aux anciens militaires et aux anciens policiers, en sorte que l'économie aujourd'hui, où le pays tourne autour de la sécurité et tourne aussi des besoins économiques. Les Égyptiens aujourd'hui n'ont plus les priorités qui étaient dans les années 2011-2012, c'est-à-dire liberté et dignité. Justement, on voit dans le reportage cet étudiant en commerce qui finalement doit vendre des pâtisseries pour survivre, un peintre qui explique que lui et sa famille ne peuvent manger qu'une seule fois par jour. Les motifs de mécontentement sont nombreux et pourtant, on ne sent pas que ces gens-là ont envie d'aller manifester. C'est tout simplement parce qu'ils ont peur. Il faut avouer une chose, le régime a réussi à inscrire cette date 25 janvier très importante, qui était une station cruciale dans l'histoire de l'Égypte moderne, comme un souvenir. Et là, c'est soit une indifférence de la part d'une partie de la population égyptienne, ou surtout la peur.
c'est la peur qui règne en Égypte. Vous imaginez, donc depuis une semaine, il y a des appels pour manifester et la police égyptienne peut arrêter, bien sûr, au motif de participation, de projet de participation dans un groupe terroriste, à savoir l'État islamique. C'est-à-dire même l'État islamique n'est pas arrivé à ce point-là. On arrête des gens au motif qu'ils vont adhérer à l'État islamique. Et bien sûr, ces procédés font peur à la population égyptienne, font peur à ce qui reste de la génération de Tahrir, sans oublier bien sûr les conséquences économiques et politiques et sécuritaires, ce qui est devenu aujourd'hui le lot quotidien des Égyptiens. L'autre bête noire des autorités, ce sera ma dernière question, ce sont les frères musulmans qui ont été réprimés avec force depuis la chute du président Morsi. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la confrérie en Égypte ? Comme idée, c'est difficile de dire que les frères musulmans, c'est terminé. Une grande partie d'état-major est en prison et ça ressent sur le fonctionnement, sur même l'action de la confrérie des frères musulmans. Ceux qui restent sont un petit peu exilés, notamment en Turquie. Et on peut dire aujourd'hui que les frères musulmans sont dans une situation très critique, c'est-à-dire difficile. Comment se renouveler, comment redevenir un mouvement important? Je crois que la situation sécuritaire a laissé des traces dans l'histoire de ce mouvement. Merci beaucoup Hasni Abidi pour toutes ces précisions après ce focus consacré donc aux 6 ans de la révolution égyptienne.